Chaque année, on compte plus de 500 000 morts dans le monde. Les enfants de 0 à 5 ans sont les plus vulnérables face au paludisme. Il s'agit d'une maladie transmise par les piqûres de moustiques qui continue de tuer, particulièrement sur le continent africain. Lutte contre le paludisme, les avancées, notre thématique du jour. Madame, Monsieur, bienvenue et bienvenue également sur le plateau de Zoom Santé. Jinx Emma Lilo, c'est bien ça j'espère, virologue, chercheur, bienvenue sur le plateau de Zoom Santé. Merci, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous. J'espère que je ne vais pas décevoir et puis que nous n'allons pas décevoir aujourd'hui. Docteur Kemwe Patrick Joël, vous êtes médecin des hôpitaux, mais tout récemment, on vous a fait médecin du sport, c'est bien ça? Oui, effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis aussi au travers des recherches, un peu comme mon panéliste d'en face. Je suis dorénavant aussi médecin du sport, donc c'est un parchemin qui s'ajoute à nos connaissances scientifiques pour aider les collectivités. C'est bien compris, docteur Kemwe, toujours à la recherche du savoir pour davantage édifier les populations. À présent, prenons l'actualité sanitaire à l'échelle nationale et continentale. Actualité sanitaire du jour, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur la circulation d'antibiotiques contrefaits au Cameroun et en Centrafrique, notamment des lots de Ilmoxi ne contenant pas d'amoxicilline. Ces faux médicaments présentent de graves risques pour la santé publique. L'instance sanitaire mondiale appelle à signaler tout effet indésirable et recommande une surveillance renforcée des chaînes d'approvisionnement, notamment sur les marchés informels. Écoutons plutôt ce récit. L'Organisation mondiale de la santé met en garde deux pays en Afrique, notamment le Cameroun et le Centrafrique, contre l'utilisation des produits médicaux artificiels. L'incident fait suite à la saisie des antibiotiques contrefaits dans ces pays-là. Selon l'instance sanitaire mondiale, la consommation de ces produits contrefaits en question peut entraîner de graves conséquences sur la santé. Les professionnels de santé doivent signaler tout incident d'effets indésirables, de manque d'efficacité thérapeutique ou de suspicion de falsification à l'autorité nationale de régulation ou au Centre national de pharmacovigilance. Il convient de rappeler que ces produits détectés corrompus appartiennent à 4 lots d'Ilmoxi, un antibiotique dont le principe actif est l'amoxicilline, utilisé pour traiter la majeure partie des infections bactériennes. Ce qui veut dire que ces capsules ne contiennent pas l'amoxicilline comme indiqué et donc leur utilisation peut conduire à une aggravation ou à une propagation des infections. L'agence sanitaire recommande également une surveillance accrue des chaînes d'approvisionnement dans d'autres pays susceptibles d'être touchés par ces contrefaçons, ainsi qu'un contrôle accru des marchés informels et non réglementés. Il y a une semaine, le dernier rapport multi-pays établi par l'OMS détaillait qu'entre le 1er janvier et le 30 mars 2025, un total de 116 574 cas de choléra et 1514 décès ont été enregistrés dans 25 pays repartis sur 3 continents. Le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, a célébré le 25 avril dernier la 18e journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'occasion a été donnée pour le conseiller technique numéro 1 au ministère de la Santé publique de représenter, du moins de faire étalage des différentes avancées que le Cameroun a connues jusqu'à présent concernant la lutte contre cette maladie. Prenons ce récit de Bala. Selon les chiffres révélés par le Programme national de lutte contre le paludisme, le Cameroun a enregistré près de 3 millions de cas en 2024 et une légère baisse par rapport à 2023. Cette diminution, particulièrement chez les femmes enceintes, est le fruit de plusieurs initiatives telles que l'utilisation accrue des moustiquaires imprégnés, le traitement préventif intermittent et la chimioprévention saisonnière dans le nord du pays. Outre l'introduction du vaccin anti-paludique dans l'EPF2 routine dans 42 districts sanitaires pilotes, la gratuité du traitement pour les enfants de moins de 5 ans et la subvention des soins pour les femmes enceintes
dans le cadre de la couverture santé universelle, s'inscrivent parmi les mesures prises par le Cameroun pour limiter les dégâts liés à cette maladie. Malgré ces progrès, plus de 2000 décès ont été rapportés en 2024, dont une majorité d'enfants en bas âge. Ces chiffres, encourageants par les progrès qu'ils révèlent, restent tout de même préoccupants, a souligné le conseiller technique appelant à intensifier les efforts. Ainsi, pour les défis qui perdurent, le gouvernement mise sur une approche intersectorielle. Un comité interministériel de coordination a été mis en place en décembre 2024 pour fédérer les efforts autour de la déclaration de Yaoundé signée lors de la conférence ministérielle sur le paludisme tenue à Yaoundé en mars 2024. Aussi, la première dame, Madame Chantal Biya, s'est également illustrée par la campagne nationale Stop Malaria qui a renforcé l'engagement communautaire, notamment en matière d'assainissement et de sensibilisation. La sensibilisation des agents de santé communautaire est également un atout qu'il faut davantage exploiter, car l'efficacité de ce maillon de la chaîne de lutte n'est plus à démontrer. Une cérémonie riche en allocutions qui ont toutes salué les efforts consentis par tous les acteurs de la chaîne de lutte. Les défis restent majeurs, des défis qui, pour l'OMS, passent par l'accès aux médicaments, à la résistance aux insecticides et au phénomène des inondations. Il faudrait pour cela renforcer les soins de santé primaire, repenser la réponse en ayant recours aux médicaments plus efficaces et déployer le vaccin à large échelle, d'où le thème de la célébration, réinventer, réimaginer et réinventer nos efforts communs pour mettre fin au paludisme. Le Cameroun trace résolument son chemin vers un avenir sans paludisme. La volonté politique, l'innovation, la solidarité et la responsabilisation citoyenne seront les clés du succès. Et toujours parlant de la lutte contre le paludisme, le Mali, lui, opte pour une stratégie hybride en combinant vaccination systématique et administration saisonnière du vaccin R21 Matrix M. On prend plus d'éléments dans ce reportage d'Elundo. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le Mali devient le premier pays au monde à adopter une stratégie hybride de vaccination contre cette maladie dévastatrice. Ce nouveau modèle combine vaccination systématique et administration saisonnière, un véritable espoir pour un pays lourdement frappé par le paludisme. En 2023, le Mali a enregistré 8,15 millions de cas de paludisme, représentant à lui seul 3,1% des cas mondiaux et 14 328 décès, soit 2,4% du total global. Le Mali fait partie des 11 pays les plus touchés au monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Face à ces chiffres alarmants, le pays lance cette approche innovante pour protéger spécifiquement les enfants âgés de 5 à 36 mois, la tranche d'âge la plus vulnérable face à la maladie. Cette méthode hybride prévoit l'administration des 3 premières doses du vaccin antipaludique R21/Matrix-M tout au long de l'année, adapté à l'âge des enfants. Les 4e et 5e doses seront ensuite injectées de manière saisonnière, précisément avant la période de forte transmission du paludisme, généralement entre mai et juin. Cette stratégie s'aligne sur les périodes de risque élevé de contamination, une démarche validée par les données scientifiques issues notamment de recherches menées au Mali. En effet, le vaccin R21 Matrix-M, dont près d'1 million de doses sont actuellement disponibles pour le lancement initial dans 19 districts prioritaires des régions de Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou et Sikasso, pourrait considérablement réduire le fardeau sanitaire du pays. Le vaccin antipaludique vient ainsi compléter les autres mesures préventives déjà appliquées au Mali, telles que les moustiquaires imprégnés d'insecticides, la chimioprévention saisonnière et la pulvérisation intradomiciliaire. Cette approche multidimensionnelle reflète la compréhension croissante qu'aucune solution unique ne peut vaincre le paludisme.
Et vous nous dites également, Elundu, que l'Ouganda a déclaré samedi dernier la fin d'une épidémie du virus d'Ebola qui a fait au moins 2 morts depuis fin janvier dans le pays et dans la région des Grands Lacs où après 42 jours que l'hôpital ait détecté, du moins ait signalé la fin de cette épidémie. L'Ouganda a déclaré samedi 26 avril la fin d'une épidémie de virus Ebola qui a fait 2 morts depuis la fin du mois de janvier dans le pays, 42 jours après la sortie de l'hôpital du dernier patient confirmé. Ce pays de la région des Grands Lacs était touché pour la 6e fois par cette fièvre hémorragique virale qui présente 6 souches différentes, dont 3 qui ont déjà provoqué de grandes épidémies. L'annonce a été faite sur le compte officiel Twitter devenu X du ministère ougandais de la Santé par la déclaration suivante: l'épidémie actuelle de maladie à virus Ebola-Soudan est officiellement terminée. Cela fait suite à 42 jours, son nouveau cas depuis la sortie du dernier patient confirmé le 14 mars. L'épidémie avait été déclarée fin janvier 2025 avec la confirmation de 12 cas de la souche Ebola-Soudan. Elle a fait 2 morts, un enfant de 4 ans et un infirmier. 2 morts probables ont également été enregistrées selon l'Organisation mondiale de la santé. Et toujours selon cette dernière, 10 personnes se sont rétablies de l'infection. Au total, 534 personnes ont été identifiées comme ayant été en contact avec les cas confirmés et probables et ont fait l'objet d'une surveillance étroite. Bien qu'il n'existe actuellement pas de vaccin contre Ebola-Soudan, un essai de vaccin contre cette souche avait été lancé début février en un temps record en Ouganda, selon le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le contexte international avait aussi représenté un défi. Début mars, les Nations Unies avaient lancé un appel pour lever 11,2 millions de dollars pour faire face à cette épidémie après que les États-Unis ont annoncé l'arrêt de l'essentiel de leur aide humanitaire. Pour rappel, la transmission humaine d'Ebola se fait par les fluides corporels après l'apparition des symptômes, dont des fièvres, des vomissements, des saignements et des diarrhées. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu'après une période d'incubation allant de 2 à 21 jours. Toutes souches confondues, ce virus a fait plus de 15 000 morts en Afrique depuis 1976. Regardez Zoom Santé, votre magazine dédié aux questions de santé et de bien-être. Lutte contre le paludisme, les avancées, notre thématique du jour. Nous allons commencer par certaines généralités, cher monsieur. Je commence avec vous, Dr Nkemwe. Qu'appelle-t-on paludisme? Merci d'ouvrir le débat par moi, mais comment commencer sans apprécier cette actualité de la santé dans nos contrées? Oui. Cela démontre à suffisance que le paludisme reste encore un adversaire de haut volte chez nous en Afrique subsaharienne. Ce paludisme, en réalité, c'est quoi? C'est une infection parasitaire qui est due à un germe qui s'appelle Plasmodium, du genre Plasmodium. On le contracte au travers d'une piqûre d'insecte moustique dénommé Anophèle femelle. Voilà, donc voilà une petite définition rapidement du paludisme. Donc, le maître mot, c'est le Plasmodium qui est transmis par l'Anophèle femelle. Tout à fait. Dr James, à propos de la transmission bien évidemment et de la propagation, qu'est-ce qu'on peut dire? Transmission et propagation, tout ce qu'on peut dire, c'est que, aussi vrai que les reportages sont mielleux, réellement rien de concret n'est fait. Parce que si vous prenez un enfant qui a 12 de moyenne, vous fêtez, vous avez préparé un cancre, il faut qu'il ait 15 et vous dites tu n'as rien fait, il faut progresser, il va aller de l'avant. Moi, je ne suis pas dans les caméras des villes, j'ai la force de voyager. Ça et là, dans d'autres pays. Le palu est le plus grand tueur jusque-là. Mais curieusement, les caméras passent en ville. En ville, hein. Bon, je peux comprendre qu'il y a le problème de route en Afrique subsaharienne. On peut ne pas entrer en profondeur. Le paludisme fait du mal, c'est le plus grand tueur. Mais dire qu'il y a des avancées, bon d'accord, si 12 sur 20 peut faire qu'on fête à la maison, dans ce sens, il y a avancé.
Parce que les méthodes employées viennent encore de l'extérieur. Je dis et je répète, il est l'heure de se réveiller. L'extérieur ne peut pas, ils n'ont pas le palu. Comment est-ce qu'ils peuvent nous parler du palu? Donc, vous êtes déjà entré de plein pied dans la thématique, on va y arriver. Mais maintenant, on est en train de s'attaquer à quelques généralités, question de mettre un peu une mise en bouche avant que nos téléspectateurs ne comprennent véritablement de quoi il s'agit dans ce sujet aujourd'hui. On parle là de la transmission et de la propagation. Vous qui êtes donc ce monsieur du terrain, l'homme des randonnées, comment se fait donc la propagation, du moins la transmission et la propagation dans nos villages rituels? Par les moustiques qui sont au rendez-vous, qui nous piquent et qui sont presque des concurrents. Ils sont bel et bien à l'assaut de notre société. C'est comme s'ils sont vainqueurs. Parce que non seulement on remarque une résistance aux insecticides, les méthodes utilisées comme les moustiquaires imprégnés, ma foi, c'est tout sauf un combat contre les moustiques, parce que j'ai regardé encore la télé hier à 23 h, je me faisais piquer, donc je suis entré dans la moustiquaire piquée et je t'ai dit que j'ai le palu, je chauffe, bien même. Donc les petites méthodes là, ce sont des folklores. Surtout que les moustiquaires imprégnés, vous allez remarquer que c'est en prélude aux élections qu'on distribue ces histoires qui ne sont vraiment pas une lutte. Maman, tu ne vas pas avoir faim, toi, une adulte. On te donne un petit yaourt, on dit que tu as mangé. Ce n'est pas au diapason des attentes. Nous devons apprendre en Afrique à nous asseoir pour chercher nos solutions et non d'écouter l'OMS qui surfe pour les films pharmaceutiques. On va y arriver, docteur. Docteur Nkemoué, les sujets vulnérables, quels sont les sujets vulnérables? On parle, même le reportage nous en a édifié, des enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes. Pourquoi? Bien, comme le reportage l'indique si bien, les sujets les plus vulnérables, ce sont les enfants de moins de 5 ans, ce sont des femmes enceintes. Il faut aussi mettre un doigt sur les personnes âgées, les personnes du 3e âge. Ben, simplement, puisqu'ils ne sont pas très en mouvement, ils n'ont pas beaucoup de connaissances, surtout les enfants de moins de 5 ans et on va dire les vieillards. Ils sont un peu apathiques, ils n'ont pas assez de... Comment dire, ils ne sont pas assez movibles. Maintenant, concernant les femmes enceintes, elles sont beaucoup plus vulnérables, en ce sens que le paludisme en lui, étant un tueur vulnérable, véritable, va également être aussi un sérieux problème pour la grossesse qu'elle porte en son sein. C'est ce qui relève un peu, en quelque sorte, la vulnérabilité de ce palu pour ces tranches d'âge-là. Et tout de suite comme ça, avant d'entrer dans notre sujet proprement dit, le docteur dit s'il est vraiment très chaud sur ce plateau, comment se fait le diagnostic et puis la prise en charge, vite fait, dans nos établissements de santé? Bien, alors très rapidement, le diagnostic est à la fois clinique et biologique. Donc cliniquement, on a des signes. Tout le monde, monsieur tout le monde s'est dit j'ai le palu. Donc on accuse toujours le palu. Si le palu pouvait savoir finalement que les Africains ont des sérieux problèmes avec lui. Donc c'est une fièvre. C'est une fièvre, peut-être il faut différencier paludisme simple ou paludisme grave. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de paludisme sans fièvre. Alors ce sont des maux de tête ou des céphalées, nausées, vomissements, pâleur, des conjonctives, une fatigue extrême, c'est des ictères, c'est-à-dire coloration jaune des teguments. C'est également parfois la diarrhée. Une diarrhée peut être aussi vocatrice d'un paludisme. Alors quand c'est vraiment grave, le palu, on peut avoir des convulsions pouvant aller jusqu'au coma, on peut avoir des agitations et des vomissements incoercibles, c'est-à-dire des vomissements à répétition. Voilà un peu les signes d'un point de vue biologique. Maintenant, microscopiquement parlant, au laboratoire, le technicien de labo va prélever du sang veineux pour aller mettre en évidence, n'est-ce pas, la présence de trophos dans la goutte épaisse, éventuellement dans le frottis mince. Mais aujourd'hui, on sait également qu'il y a un test de dépistage rapide qui est fait même au cabinet de consultation du médecin, c'est en sigle le TDR. Voilà un peu le diagnostic rapidement ramassé. Maintenant, le traitement, ça existe. Pour qu'il s'agisse du traitement du paludisme simple ou paludisme grave, les protocoles sont connus.
Merci, Dr Nkemwe. Petit état des lieux avant de donner la parole au Dr Dings. En 2023, le Mali a enregistré 8,15 millions de cas de paludisme, représentant à lui seul 3,1% des cas mondiaux et 14 328 décès, soit 2,4% du total global. Au Cameroun, par contre, selon les chiffres révélés par le Programme national de lutte contre le paludisme, le pays a enregistré près de 3 millions de cas en 2024, une légère baisse par rapport à 2023. Une diminution particulièrement observée chez les femmes enceintes. Voilà ce que nous révèlent les chiffres, Dr Dings. Il est question ici de parler de ces progrès notables, je le dirais, qui ont permis quand même d'arriver à ces résultats. Quand vous m'invitez ici, il faut être sûr que moi, je suis d'abord statisticien. Oui. Parce que là-bas au Mali, depuis le cher programme, là, ils sont en train de réfléchir pour le changer. Parce que hier encore, j'étais en communication avec mes collègues là-bas. Oui. Le palu, c'est grave. Au Burkina Faso, la même chose, vous savez qu'on a envoyé les moustiques transgéniques là-bas dans le but de créer des défenses immunitaires à partir des injections de ces moustiques. Oui, il y a certains sites d'information qui ont révélé cela, et même en République démocratique du Congo. Et même en République démocratique. Moi, je vais là-bas, je vois, j'ai peur de ce qui se passe. Vous voyez, si un Martien arrive ici, il écoute les beaux reportages, il ira dire dans sa planète, le Cameroun a vaincu le palu. Ce que j'entends là, c'est fantastique. Non, non, l'envers du décor, c'est que le combat n'a même pas encore commencé parce qu'on ne s'est pas assez en Afrique pour circonscrire un problème. Et comme le folklore est ce qu'on aime le plus, l'essentiel c'est de dire que si on... D'accord, il ne faut pas créer des psychoses, d'accord. Oui. Là, ok, d'accord. Mais la vérité est têtue. La vérité est têtue. Les chiffres camerounais sont violemment faux. Pourquoi? Depuis avant-hier seulement 100 personnes m'ont appelé. 100 à cause du palu. Je suis aujourd'hui là, je chauffe bien, hein. Sauf que j'ai laissé voir pour essayer de m'injecter certains trucs-là, en tant que chercheur, bien entendu. Non, il ne faut pas, l'Afrique est trop en retard. Appelons le chat et ne bénissons pas ce qui est digne d'être maudit. Il y a encore beaucoup à faire. On n'a même pas encore commencé. Je crois que sur 30 étages, on est encore à la fondation. Tant qu'on ne va pas regarder ça en face, on va se faire plaisir à nous masturber par les oreilles. Et on va tourner en rond. Depuis les années 60, jusqu'à on a même en Afrique un ministère de la recherche. Il faut même qu'on trouve un ministère de la trouvaille. On cherche quoi depuis? On n'a jamais trouvé. Autant de choses. Moi, je suis terre à terre. Hein. Je ne suis pas politiquement correct. Je ne viens pas avec les rhétoriques bandits. Oui, je suis sur les faits. En matière de paludisme, nous balbutions encore. C'est la triste vérité, mais c'est la vérité quand même. Ça peut énerver. Hein. Oui. Je peux même prendre des gifles. Hein. Oui, donc c'est la vérité. C'est bien compris. On comprend bien votre point de vue. Mais on ne va pas quand même balayer d'un revers de la main, Dr Nkemwe, ces efforts aussi minables que vous pouvez le dire. Il y en a quand même une volonté politique de nos États, du moins de faire face à cette maladie. On parlait tout à l'heure ici de notamment ces traitements intermittents que vous parlez lors des consultations prénatales. Je pense que ça commence par là même. Il faut prévenir déjà le sujet qui arrivera, qui va arriver dans notre monde. Il faut bien qu'on prévoie, qu'on essaye de mettre sur pied un mécanisme qui permettra en sorte qu'il sera en bonne santé une fois qu'il soit né. Oui, absolument, Justine. C'est vrai qu'au-delà de tout ce qui est fait jusqu'à présent, il y a quand même un changement. On va dire ça comme ça. On n'a pas encore... Aussi minime soit-il. Aussi minime soit-il. Oui, il y a quand même un petit changement. On dit en français, ce n'est pas rien. Vous l'avez dit, en termes d'avancée concernant les femmes enceintes, il y a quand même un petit changement au travers de ce traitement préventif intermittent, qui est en réalité administré chez la femme enceinte à partir précisément du deuxième trimestre, qui concourt ou contribue à ne pas éviter que ces femmes soient infestées par le paludisme dans les brefs délais. Et sinon, il y a quand même une date. Moi, je parle peut-être des références que j'ai eu à lire. Il y a une date du 21 janvier 2025 qui indique que le Cameroun compte près de 140 000 cas d'enfants vaccinés sur l'ensemble du territoire. Seulement
programme national, le même programme national de lutte contre le palu nous parle aussi de 6 000 décès enregistrés chaque année. Oui. Vous comprenez, c'est un gap qui n'est pas encore véritablement vaincu. C'est dit que ce paludisme est toujours et demeure aussi fort que nous pouvons l'imaginer. D'accord. On a parlé des traitements intermittents. On est arrivé à une période où on a commencé à distribuer des moustiquaires imprégnés de longue durée d'action. Et les moustiquaires ont été distribués, franchement, sur presque l'ensemble du territoire. Et à ce niveau, docteur, quel est donc, du moins, si je pourrais dire, le degré d'action de ces différentes moustiquaires imprégnés? À quel niveau elles peuvent vraiment essayer de réduire la maladie? Les moustiquaires imprégnés nous donnent de dormir bien, sans le zézaillement de moustiques dans nos oreilles. Mais pour une lutte contre le palu, il faut encore qu'ils revisent leur CED. Ça ne marche pas. C'est trop grillé. Je répète, hier à 23h, je suivais l'actualité mondiale. Les moustiques me piquaient. Donc je suis entré bien piqué dans la moustiquaire. Quand même, qu'est-ce que ça fait là? Et puis, ma fille a touché la bordure, une bordure. Moi, on me crie dessus à la maison. Mais les moustiquaires imprégnés. Ma fille s'est levée avec l'équivalent d'un eczéma parce que ça m'a touché la moustiquaire imprégnée. Et j'ai fait des prélèvements pour regarder un peu l'impact sur ses poumons, parce que ça fait quand même une semaine, je n'étais pas là, qu'elle est sous la moustiquaire imprégnée et puis elle tousse. Et en tout cas, je vais te donner le rapport, même si ça ne va pas passer quelque part. Les moustiquaires imprégnés, ce sont des leurres. Il faut qu'on dise ça comme ça, ce sont des leurres. On n'est plus à ce niveau. Il ne faut pas faire croire aux gens que le vélo est la solution pour notre déplacement. Non, il faut aller au-delà, ou bien que le tchoronko, comme on disait avant, est le téléphone qu'il nous faut. Il faut passer à autre chose. Et maintenant, on arrive avec donc les vaccins RT, le Mali qui décide d'opter pour une méthode hybride, parce que le Mali également fait comprendre que son approche, bon, on nous parle d'une approche assez innovante qui fait protéger spécifiquement ces enfants âgés de 5 à 36 mois. Et une tranche qui est vraiment très vulnérable. La méthode donc consiste à l'administration de 3 premières doses de vaccin antipaludique R21 matrice M tout au long de l'année, adaptées à l'âge de l'enfant, et les 4e et 5e doses seront ensuite injectées de manière saisonnière, précisément avant la période de forte transmission de paludisme. C'est pas rien, docteur Kémoin. Quand on parle d'un vaccin, on sait tous l'importance des vaccins qui ont pour but de prévenir la maladie, mais ici on parle d'un autre encore un peu plus, je dirais, plus efficace. Oui, la stratégie hybride. Oui. Donc pour rejoindre un peu le docteur Dins, je le trouve très, très courroucé relativement à ce qui se passe. Il est comme ça, ce sont ses prises de position. Lui, il n'a pas sa langue dans sa bouche. Oui. Je l'ai aussi souvent suivi au travers des chaînes de télé. Donc, pour rapidement dire aussi un mot relativement à la Milda, oui. À 23h, quand il regarde la télé, il est encore piqué. Non, mais la Milda n'est pas... C'est une partie de la solution. C'est une partie de la solution qui n'est pas aussi trop efficace, comme le dit le docteur Dins. Il faut savoir que les anophèles commencent à s'envoler aux alentours de 16h. C'est 16h, donc ne vous étonnez pas qu'un enfant dorme dans la moustiquaire imprégnée qui va se coucher à 20h ou 18h ou 22h. Vous pensez qu'il ne doit pas avoir le palu. Au-delà de ça, il faut aussi mettre en place une lutte antivectorielle environnante, et également à l'intérieur des maisons. Donc la Milda, c'est pas... Donc il y a beaucoup même encore qui se plaignent compte tenu de la température, du climat qui fait, dans une ville un peu comme Douala, c'est pas évident de se retrouver à l'intérieur des moustiquaires. On ne doit pas citer une société d'électricité aussi réputée au Cameroun, pour dire que dans Douala, par exemple, quand il fait chaud et que vous descendez, vous faites descendre cette moustiquaire, franchement, c'est comme si vous êtes dans un cercueil. Donc c'est plutôt étouffant. Le docteur Dins le disait, sa fille, au contact de la moustiquaire, a certainement développé une allergie. Oui. Donc il y a encore beaucoup à faire relativement à ça. On espère que la méthode du Mali, la stratégie hybride, une fois de plus, des appellations, des gros mots, va marcher, puisque malgré tout, on a toujours des cas, des nouveaux cas de paludisme, et surtout des décès qui sont observés chaque année depuis ces implémentations.
Savez-vous que le gluten, cette protéine complexe que l'on retrouve dans certains de nos céréales, peuvent constituer des sources de danger pour notre santé? Je ne vous en dis pas plus, c'est l'heure de prendre la chronique du docteur. Pour parler du danger de la consommation du gluten, nous allons commencer par comprendre déjà ce que c'est que le gluten. Le gluten, c'est quoi? Le gluten, c'est une protéine complexe que l'on va retrouver dans certaines de nos céréales, à l'instar du blé. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on utilise le gluten? Le gluten, déjà, est utilisé dans les farines pour pouvoir augmenter le volume de la farine afin de capitaliser au niveau du rendement. Maintenant, lorsque vous entendez parler du blé, la farine du blé et du gluten, vous comprenez déjà qu'il est utilisé pour fabriquer les aliments que nous consommons au quotidien, à l'instar du pain, des pâtisseries en général, à l'instar du pain, du spaghetti, des gâteaux, etc. Et Dieu sait combien nous consommons ces aliments au quotidien. Chacun de nous en consomme voire 2 ou 3 fois par jour. Par exemple, le matin au petit déjeuner, à midi et même le soir, on en consomme. Maintenant, parlant d'un danger, ce qu'il faut comprendre, c'est justement que le gluten n'est pas consommable par tout le monde. Il y a des personnes chez qui le gluten ne devrait pas être utilisé. Donc, on va donc réorganiser cela en termes de paliers de tolérance au gluten. Comprendre les 4 paliers de tolérance au gluten permettra de savoir ceux qui pourront consommer ou non. Alors, le premier palier, ce sont les personnes tolérantes au gluten. Donc, ce sont des personnes qui, lorsqu'ils consomment les aliments contenant du gluten, ils n'ont aucun problème. Le deuxième palier, ce sont ceux qui, lorsqu'ils consomment des aliments contenant du gluten, ils sont donc intolérants au gluten. Dès qu'ils consomment des aliments contenant du gluten, ils vont donc immédiatement développer la maladie du cœliaque parce que la présence du gluten va immédiatement déclencher cette maladie-là. Qui déjà, il faut connaître, il faut comprendre, c'est une maladie auto-immune qui n'est déclenchée que par la présence du gluten. Donc, un individu comme vous, comme moi, qui n'a pas de problème, il ne consomme pas du gluten, même si les maladies de cœliaque, ça ne se manifestera pas. Mais immédiatement qu'il aura consommé le gluten, il y aura donc manifestation. Et là, il va donc développer des inconforts digestifs. Donc, tant digestifs que non digestifs, il aura donc des conséquences qui vont apparaître. Le troisième palier, ce sont les personnes sensibles au gluten. Les personnes sensibles au gluten, ce sont les personnes qui, lorsqu'ils vont consommer du gluten, ils auront les mêmes réactions que les personnes intolérantes au gluten. Et le quatrième palier, ce sont les personnes allergiques au gluten. Donc, lorsque eux vont consommer du gluten, ils auront des réactions allergiques immédiates. Donc, vous pouvez donc comprendre que lorsqu'on a classé ces 4 paliers-là, ce sont les 3 derniers paliers donc, qui sont à problème, qui sont contre-indiqués à la consommation du gluten. Le premier palier, lui, il n'y a pas de souci. Maintenant, ici, il est question de parler également de comment pallier à cette situation. Pour pallier à cette situation, il faut donc penser aux alternatives sans gluten. Les alternatives sans gluten donc, sont dans les aliments qu'on pourrait donc consommer sans gluten. Alors, vu que le pain, les gâteaux, les pâtisseries en général sont utilisés à presque tous les niveaux de notre alimentation au quotidien, il faudrait donc qu'on puisse également mettre en place des aliments pour ces 3 derniers paliers. On va donc mettre en place des pâtisseries à base de farines locales, des farines sans gluten. Maintenant, il est important de comprendre ici que lorsque nous parlons de mettre en place des farines sans gluten, il ne s'agit pas de faire du pain et des gâteaux avec des farines locales à 30% et 70% des farines de blé. Parce que ce qui se passe dans la population, c'est que lorsqu'on le dit, les gens vont nous produire du pain avec 70% de farines de blé, donc contenant du gluten, et 30% de farines locales. Et à la fin, on a donc un pain que s'il est consommé par une personne contre-indiquée, il va toujours avoir des réactions. Donc, pour ceux qui sont les 3 derniers paliers, ils ne devraient pas absolument consommer des aliments contenant du gluten. Donc, ils doivent s'adapter uniquement aux farines locales, farine de patates, farine de manioc, ainsi de suite. Donc, les pâtisseries doivent être 100% sans gluten. Voilà ce qui est très important à comprendre. J'espère avoir partagé mon expérience avec vous et attention au gluten, mais sachez que tout le monde n'est pas contre-indiqué. Merci au diététicien Romain Signé. On va lui rappeler qu'il est président de l'Association camerounaise des diététiciens tropicaux, j'y arrive. Et il nous a bien éduqués, du moins bien renseignés sur ce que pouvaient être les dangers de la consommation du gluten, surtout pour des personnes contre-indiquées. Revenons à notre thématique, cher monsieur. On a vu également bien que ces efforts ne sont pas très reluisants, mais le gouvernement, du moins les États africains, se battent tant bien que mal d'essayer d'éradiquer la maladie, le paludisme sur le continent.
bien que ces efforts soient consentis par presque tous les acteurs de la chaîne, mais des défis majeurs restent jusqu'à nos jours, notamment l'accès à ces médicaments pour des personnes qu'on peut dire assez retirées de la ville, la résistance aux insecticides. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'insecticide n'a vraiment plus de réaction. Et on a également ces phénomènes d'inondation qui sont toujours récurrents, ce sempiternel problème d'inondation. Avec à côté ce retrait inattendu des États-Unis, ce principal financeur de l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis ont décidé de claquer la porte à certains pays. On a coupé des subventions complètement et c'est un fait, c'est réel. Les États peinent aujourd'hui vraiment à renforcer ou du moins à redonner du blason à cette riposte concernant plusieurs maladies. On a même le sida, on a aussi de la tuberculose, mais entre autres, le paludisme qui est notre thématique aujourd'hui. Vraiment, après avoir dressé ce tableau-là, Dr Dings, et quand l'instance sanitaire mondiale nous parle d'une réduction de 90% de décès liés au paludisme d'ici à 2030, comment est-ce que ces États vont s'y prendre? Vous avez bien dit que c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Je me souviens aussi qu'ils ont dit que les rues d'Afrique seraient jonchées de cadavres avec le Covid. Donc, mon problème avec l'Organisation mondiale de la santé, c'est ce qu'ils disent, qui n'a rien à voir avec la réalité. Et on est tellement habitué à ce folklore que les États-Unis ont pensé bien, ils sont sortis de cette histoire. Je me souviens, il y a une décennie, dans une chaîne de la place, encore une chaîne de la place, je disais qu'il faut une organisation africaine de la santé en face de la nébuleuse là. Comme ça, au moins, on s'assoit ensemble pour chercher la solution à nos problèmes. Parce qu'en réalité, c'est vrai que les menaces peuvent fuser. L'Organisation mondiale de la santé en matière de santé, enfin, doit se taire. Faire des états généraux, revoir un peu son fonctionnement. Parce qu'en réalité, c'est faux. C'est faux. Sur quelle base vont-ils le dire? Vous vous souvenez, j'étais encore tout bambin. Initiative santé pour tous à l'an 2000. Ah, jeune étudiant, je dis à ma mère, et enfin la santé, parce que maman, on est en retard. Avec une santé nonchalante, l'Afrique ne peut pas se réveiller. Elle me dit, continue à croire. Mais initiative santé pour tous en 2000, c'était mort pour tous. Parce que c'est aucun problème, on veut nous rapprocher, aucun programme. On nous rapproche plus des médicaments, et comme si subliminalement on dit, tombez malade, il y aura les traitements. Dis donc, ça n'a pas de sens. Et on voit aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas mort pour tous, par exemple, avec les maladies iatrogènes qui sont déjà 50% selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut s'arrêter à un moment donné. Mais ce n'est pas le propre de l'Afrique, l'innovation. Ce n'est pas le propre de l'Afrique. Quand tu veux t'engager, on est étonné. D'ailleurs, le président de l'Union africaine, le secrétaire, quelque chose comme ça, a pris position tout récemment. J'allais mourir de honte pour reprocher Donald Trump d'avoir enlevé les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, cette nébuleuse bénéfique. Maman, l'Organisation mondiale de la santé ment. Si on ne fait rien de sérieux, nous-mêmes, on risque de ne pas être vivants dans 5 ans ou 6 ans. Avec les moustiques transgéniques qui sont fabriqués ici au Kenya par Bill Gates, Monsanto, voilà. Oui. On a eu à apprendre cela également dans nos informations, qu'il y aurait des bases militaires qui seraient plutôt réputées pour fabriquer certains, on dirait, je sais pas, certaines maladies. Ce sont des informations, ça peut être traçable, ça peut être vérifiable pour des personnes qui font des recherches. Mais maintenant, c'est vrai, le problème est déjà là. L'Organisation mondiale de la santé, quelqu'un le disait encore, que ne met son argent que sur des maladies qu'il comprend ou en même qu'il sent qu'il aura un retour sur investissement, si on peut le dire ainsi. Le Cameroun, les États de l'Afrique subsaharienne, quelles sont les stratégies que vous préconisez, Dr Dings, que vous pouvez préconiser aujourd'hui? Mais j'ai un livre de presque 1800 pages que j'ai donné au ministère de la Santé et je peux prouver parce que ça a été accepté et puis on a accusé réception. Comment vaincre les maladies en Afrique par l'Afrique et pour les Africains et puis par ricochet soigner le monde. Parce que sur le plan technologique, on ne peut plus atteindre ces gens-là. Ils nous ont dépassés. Très en matière de technologie. Pour ajouter un peu de l'eau à votre moulin, il y a des experts qui renseignent que ces médicaments et ces vaccins antipaludiques n'ont une efficacité vaccinale complète que de 40% une fois que les enfants ont
pris ces Le vaccins. problème, c'est que les chiffres là, hein, c'est pas vrai, c'est moins de 19%. C'est moins de 19%. Et je suis très modeste. Il faut qu'on se dise, la vérité. J'ai une association à Centrafrique des enfants vaccinés. Quand je pars d'ici, je vais là-bas regarder ces enfants vaccinés. Je suis parti tout récemment avec mes enfants. Tu sais que mes enfants ne sont pas vaccinés et ils ne sont jamais malades, jamais hospitalisés. Je suis parti et je dis, arrêtez de vous vacciner. Réfléchissons aux méthodes africaines. C'est raté ce que l'Occident là. Il faut qu'on arrive. Vous voulez vous éteindre avant? Vous voulez laisser vos enfants. Et justement, ceux qui nous écoutent ont besoin de ces stratégies, Dr Ndine. Si vous parlez des stratégies africaines, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il faut apprendre aux gens à utiliser l'artémisia et dans quel sol il faut le planter parce que le problème avec l'artémisia, c'est la qualité du sol. Oui. Mais on peut bien renseigner aux gens parce que la Chine, il faut le dire, a vaincu le palu il y a 2000 ans. 2000 ans. Et les enfants sont nés 2000 ans plus tard avec des informations génétiques qui leur donnent de ne pas s'inquiéter du paludisme. Il y a les moustiques à Pékin, à Wuhan, partout, il y a des moustiques. Mais pourquoi ils ne font pas les maladies comme les pygmées qui vivent dans la promiscuité totale, mais ils ne sont pas comptés parmi les paludiens, sauf ceux qui ont été vaccinés? Curieusement, mais vous n'allez pas entendre ça dans les médias mainstream. Non, il y a des méthodes pour endiguer le palu. Il y a un palu endémique qui a chauffé ici l'année passée. Un de vos collègues m'a invité et je crois que ça avait eu un écho. Tu sais, moi, je fais tous les tests sur moi. J'ai découvert que les feuilles vertes de papaye sont capables de détruire des palus endémiques qui viennent au mois de mars, avril, mai. Justement, cette période saisonnière de... Voilà, les feuilles vertes de papaye sous forme de décoction ou bien écrasées. Certains me mettent dans les gélules. Mais quand tu écris, tu pars déposer, on dit que tu n'as même pas la tête d'un chercheur. C'est quoi? Ma part, c'est quoi? Ma partie, tu viens autour. Et ma part, c'est quoi? Docteur Kemwe, avant qu'on ne prenne la réaction du diététicien, vous faisiez également comprendre que le paludisme, c'était une maladie de la saleté, que l'assainissement de nos environnements sera un élément aussi capital. On donnait quelques exemples des pays qui ont réussi sur le continent. Oui. Une fois de plus, le constat est alarmant. Le paludisme, c'est une maladie de l'insalubrité. Disons-le en des termes clairs, c'est la maladie de la saleté. Donc, pour rejoindre le panéliste sur le plateau, pourquoi vouloir gérer le problème à une grande échéance? Pourtant, on peut commencer par nettoyer les immondices dans nos ruelles ou dans nos cités. On ne peut pas faire 200 mètres, 300 mètres dans nos villes sans voir des tas d'ordures empaquetées, des petites forêts ça et là, des rigoles qui ne sont pas nettoyées, des maisons abandonnées. Tout cela constitue des gîtes, n'est-ce pas, des germes de paludisme. Si on cite un pays, par exemple, comme le Rwanda, c'est un pays pratiquement le plus propre d'Afrique. Pour ceux qui voyagent, ils le savent. Donc, l'une des solutions serait de commencer par assainir notre environnement. Et les pouvoirs publics et tous ces investisseurs internationaux, s'ils veulent vraiment nous accompagner, qu'ils nous aident dans cette direction-là. Parce que finalement, les vaccins qui n'ont qu'une véracité, par exemple, de 45%, vous le disiez, 40%. Oui, 40%, oui. Le docteur dit parlait de 19%. Bon, chacun a ses références. Mais que ce soit 19 ou 45%, on se rend compte qu'on n'est pas encore à l'abri de ce tueur vraiment vampire, qui n'est pas là pour s'amuser. Vampire parce qu'il bouffe notre sang. Boit notre sang. Donc, il faut assainir son milieu, il faut traiter toutes les gîtes. Bref, c'est une maladie de l'insalubrité. Quand on est propre, cette maladie va partir. Claire. À ce jour, le paludisme est toujours endémique sur le continent. Bien que certains pays ont réussi l'espoir de l'éradiquer complètement et qu'on ne parle plus, en Afrique subsaharienne particulièrement, elle est toujours là, cette maladie. On a parlé de ces méthodes du moins préventives, on parle de ces méthodes curatives, notamment aujourd'hui avec l'arrivée des vaccins, mais on se rend bien compte que selon ces experts qui disent que le pouvoir vaccinal n'est qu'à 40%, qu'on réussira à avoir des vaccins et des vaccins, on ne sera pas sorti de l'auberge, Dr Dins. On ne sera pas sorti de l'auberge. Est-ce que ce n'est pas le moment indiqué de faire recours à
du moins je dirais une stratégie holistique. Est-ce que ce n'est pas le temps, quand on sait déjà que le Cameroun a quand même réussi à intégrer la médecine traditionnelle dans le système de santé, est-ce qu'il n'est pas, c'est pas le moment indiqué d'explorer d'autres pistes de solutions, notamment ces pistes endogènes? C'est le moment indiqué, c'est à moi que vous avez donné la... C'est le moment indiqué, sauf que, encore une fois, on trouve dans ces petites danses du folklore. J'ai lu les textes qu'on a envoyés pour promouvoir la médecine traditionnelle en Afrique. On envoie... C'est encore du folklore. C'est encore du folklore. J'ai demandé audience au ministère de la Santé pour qu'on revoie ça, pour que ça ressemble à quelque chose. Parce que, voyez-vous, les Occidentaux ne nous respectent pas quand ils viennent regarder nos bêtises. Ils se disent, tiens, ils disent même à leurs enfants, l'Africain est diminué. Vraiment, le programme d'intégration de la médecine traditionnelle qu'on a soumis au Parlement est honteux. Je ne sais pas si ce sont les hommes sous qui avaient fait ça. Pourquoi vous dites ça? Quelles sont vos raisons, Dr. James? Il y a 10 ans, Mama Fouda avait aussi lancé un programme pareil. Nous sommes où? Ça a accouché d'une souris. Et le programme, là, ça va accoucher d'une souris. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On prend les praticiens, on les accroche aux chefs syndicalistes qui sont des mapartistes, on met quelques médecins, réciteurs de cours là pour coordonner les actions et on se retrouve en train de faire la danse bafia. On avance 2 pas, on recule. Combien de syndicats se sont cassés depuis l'introduction de cette histoire de la médecine traditionnelle au Parlement, hein? Plusieurs, tu reçois même souvent constamment ici des leaders, des syndicalistes, des responsables des associations. Ça va encore accoucher d'une souris. Ça va accoucher d'une souris. Bon, mais là, je pense que la promesse du ministre de la Santé, si il sera encore aux affaires, il va changer les choses. Nous, on va même prier pour ça. Parce que lui-même, il est déçu. Il est quand même ministre de la Santé. Quand il regarde tranquillement ce qui se passe, il se sent touché. Mais s'il est encore aux affaires, nous le souhaitons bien. Je crois il est en train d'essayer d'écouter et les choses vont changer. C'est quand même un jeune. Les choses vont essayer de changer. Je le crois, hein, je le crois. Docteur Nkemwe, dans cet article, du moins ces différents articles, je pense qu'ils sont au nombre d'une quarantaine, si je ne me trompe pas, que j'en ai jeté également un coup d'œil. Il est dit quelque part, je crois à l'article 100, au risque de me tromper, que la médecine traditionnelle devrait dorénavant faire chemin avec la médecine dite moderne pour essayer d'optimiser la prise en charge de certaines pathologies. Comment vous pensez que pour ce cas du paludisme, cette synergie peut être possible? Dans un contexte où on reconnaît, où beaucoup ont souvent étiqueté les médecins dits de la médecine moderne, ne pas vouloir transférer certains patients chez des praticiens ou alors des thérapeutes, au risque de perdre des clients, ce qui se fait dire. Donc, je peux me tromper, mais vous pensez que cette synergie, comment elle peut être vraiment efficace et comment est-ce qu'elle peut être implémentée? Non, mais c'est possible, c'est juste une volonté du pouvoir public et également les décideurs de ce pays. On l'a déjà fait dans ce pays. Hein. Pour ceux qui ont peut-être la mémoire courte, pendant l'épidémie de la Covid. Oui, c'est cet exemple que sans vous couper, c'est cet exemple que tout le monde met en avant. C'est le seul exemple qu'on connaît et on n'a pas envie de dire que peut-être le Cameroun était un peu dos au mur et qu'on s'est retrouvé vraiment un peu contraint. Mais est-ce que c'est pour une autre maladie, on serait à même de tenir le même langage? C'est pas seulement le Covid-19. Le Covid-19, on peut dire aujourd'hui qu'on a clos cette page, on est passé à autre chose. Mais Justine, écoute, il s'agit même juste des appellations. Quand vous parlez de médecine traditionnelle ou médecine... à l'opposé de médecine traditionnelle, c'est quoi? Médecine conventionnelle, comme ils disent souvent. Moi qui suis passé par une faculté de médecine, on nous a appris en pharmacologie que les médicaments qui sont fabriqués par ces grandes firmes pharmaceutiques viennent toujours de la nature. Donc, ce sont des médicaments ou des produits qu'ils ont pris, ils sont allés synthétiser dans les laboratoires. Pour dire que la médecine traditionnelle peut avoir son mot à dire. Bon, maintenant, le problème qui se trouve entre la collaboration, d'une part, le médecin conventionnel et le médecin traditionnel, ce qu'on s'est dit toujours, comme le médecin traditionnel n'a pas fait des études,
comment collaborer avec, comment échanger avec. Voilà. C'est une affaire de code aussi. Mais je peux vous rassurer que je reçois des patients qui viennent des médecins traditionnels pour des contrôles. Ils vous disent, allez à l'hôpital, faites des examens, et après mon traitement, rentrez dans cet hôpital, faire des examens contrôles pour confirmer la guérison. Mais seulement l'inverse n'est pas encore possible chez nous. Ça veut dire qu'il y a encore un grand travail à faire, peut-être avec l'avènement de la libéralisation de ce secteur, mais seulement le docteur Dix me refroidit encore tout à l'heure en disant que ce n'est pas une implémentation qui date d'aujourd'hui. Sous l'ère Maman Fouda, ça a existé déjà, mais ça a accouché d'une souris. Donc pour cette deuxième fois ou énième fois qu'on s'implique davantage. J'appelle d'ailleurs mes collègues médecins de ne pas négliger ce côté. En réalité, nous sommes des Africains. Qu'est-ce que nous apportons au rendez-vous des prises en charge du paludisme qui est notre véritable problème réel? Comment comprendre? Et d'ailleurs, aujourd'hui, le président des États-Unis, Donald Trump, il commence à faire ce que j'appellerais un chantage. C'est un chantage, mais tout ça, c'est de la politique. C'est de la politique. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en pleine antenne, mais pour rejoindre le panéliste, véritablement, la solution viendra d'Afrique. Véritablement, la solution viendra d'Afrique. On a tous foi et on souhaite que cela se réalise, qu'on en arrive à un niveau où quand on entre dans une pharmacie, qu'on retrouve aussi bien ces médicaments dits traditionnels, à améliorer, et d'un autre côté ces médicaments qui viennent d'autres pays. La médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle, aujourd'hui la Chine s'est imposée, elle a réussi à inscrire ses lettres de noblesse. Quand on parle aussi de la Chine, elle a son mot à dire. Quand on parle de l'Inde, il a son mot à dire. Il faut également que quand on parle de l'Afrique, vraiment c'est un peu réducteur parce que là on est en train de parler des pays de manière individuelle, mais quand on arrive sur le continent, on est obligé de prendre près de 54 pays pour en faire un. Mais il faut également que quand on parle de l'Afrique, que l'Afrique vraiment qui est ce berceau de ces plantes médicinales qui sont à l'origine de tous ces médicaments qu'on ingurgite aujourd'hui, ait aussi son mot à dire et qu'on réussisse vraiment à bouger les lignes pour que nos médicaments soient reconnus, même à l'échelle mondiale. Ce n'est que comme cela qu'on réussira à vraiment avoir un système de santé vraiment fort, très dynamique et surtout propre à nous, compte tenu de nos réalités. Sur ce, messieurs, je vous dis merci d'être passés par ici. Docteur Nkemwe, merci. Docteur Dings, merci également pour le déplacement, malgré que vous êtes souffrant. C'est vraiment je dirais un engagement dévoué. Merci à nos chers téléspectateurs. Merci à la partie technique qui a assuré avec succès ce programme. Madame, Monsieur, c'est un plaisir d'avoir été des vôtres ce jour. À la semaine prochaine pour un autre numéro.